Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info à chaud, votre émission sans langue de bois sur la sécurité. Comme vous en avez l'habitude, maintenant je vous propose 3 débats. On va commencer sur la sécurité aéroportuaire. Est-elle en péril? Ensuite, on parlera du suicide dans la police, comment stopper l'hémorragie. Et enfin, la sécurité de nos journalistes avec 2 invités exceptionnels, particulièrement concernés puisque menacés de mort. Christine Kelly de CNews et Bernard de la Villardière de M6. Alors, d'ici là, on va parler des avions, on va parler de la sécurité aéroportuaire. Est-elle justement en péril? 2 années comateuses de crise Covid, de confinement cotonneux qui ont impacté les transports vers les cieux. Des vols amputés, annulés, le ciel n'est plus strié de ces traces blanches des avions. Le silence a remplacé le son des Airbus. Moins de vols, moins de passagers, moins de taxes perçues par les entreprises qui travaillent au bon fonctionnement des aéroports et donc à celle de la sécurité. L'aérien outragé, l'aérien brisé, l'aérien martyrisé, mais l'aérien bientôt libéré, on ne sait pas, on va le savoir. La sécurité aéroportuaire est-elle donc en péril? Sur le plateau, Jean-Baptiste Tello, président du César, le syndicat des entreprises de sûreté aéroportuaire. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être là. Face à vous, Georges Fenech, ex-magistrat. Bonjour Georges. Bonjour. Éric Chalumeau, commissaire divisionnaire honoraire. Bonjour. Bonjour. Et Mike du blog Sécurité 83 629. Bonjour Mickaël. Alors, on va faire un état des lieux post-Covid, puis on débattra pour savoir si la sécurité aéroportuaire est en péril et quelles sont les solutions. On va démarrer peut-être, Jean-Baptiste, avec quelques chiffres pour essayer de concrétiser un petit peu ces propos sur la sécurité aéroportuaire. C'est combien d'employés aujourd'hui ? Alors la sûreté aéroportuaire, puisqu'on parle plus de sûreté aéroportuaire, on va dire que de sécurité, puisque nous sommes sur la prévention du risque intentionnel. Donc la sûreté aéroportuaire, c'est 10 000 salariés en France aujourd'hui, qui opèrent sur l'ensemble des aéroports français et dans les dom-toms. D'accord. Voilà. Concernant la baisse des vols, je crois que c'est pas loin de moins 70%, moins 67,3% de passagers dans les aéroports français en 2020, c'est ça ? Tout à fait. Et la prévision 2021 ? Alors la prévision 2021, on est autour de moins 50 à moins 60% par rapport à 2019. Ouais. Toujours on compare par rapport à 2019. Et la prévision 2022, on est autour de moins 40%. Voilà. Donc on voit qu'on est sur une reprise quand même très progressive. Hein. Comme c'était annoncé depuis le début, on sait que ça va prendre au moins 3-4 ans avant de retrouver le trafic d'avant 2023, d'avant 2019, hein, avant crise Covid. Essentiellement, on a évidemment les restrictions sanitaires qui limitent beaucoup la reprise du trafic. Et puis surtout, dans le cas du transport aérien, on est confronté à la problématique d'alignement des mesures entre les pays. C'est ça qui ralentit beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir avoir une reprise dans les bonnes conditions, il faut que l'ensemble des pays alignent leurs mesures. Hein. Par exemple, début 2021, enfin sur une partie de l'année 2021, si l'Europe a réouvert le ciel aérien et le trafic aérien, le travel ban américain est resté actif pendant très longtemps. Il n'a été levé finalement que début novembre. Et donc on voit bien qu'à partir du moment où selon l'évolution de l'épidémie, selon les régions du monde, il suffit que telle ou telle région se ferme ou s'ouvre, si tous ne se coordonnent pas en même temps, le trafic ne peut pas reprendre dans les bonnes conditions. Bien sûr. Georges Fenech, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, mais je pense qu'on est quand même à l'aube aujourd'hui d'une espérance nouvelle, puisqu'on nous annonce sortir bientôt de la crise, supprimer tout ce qui est passe sanitaire ou passe vaccinal d'ici peut-être quelques semaines. Hein. Donc on peut franchement espérer une reprise des vols aériens. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Alors tout à fait, tout à fait. Là, les planètes semblent s'aligner en ce début d'année 2022. Hein. On voit qu'on a une des restrictions qui diminue significativement à l'issue de cette 5e vague. On peut espérer que ça reprenne. Après, alors c'est toujours modulo l'évolution de l'épidémie, hein, puisque Dieu sait qu'elle nous a réservé des surprises depuis le début. Hein, on est quand même à la 5e vague. Mais au-delà de ça, on a aussi la problématique dans l'aérien de la perte d'une part du trafic aérien, une perte qui est qui risque d'être définitive. Ah oui. Et c'est ça alors qu'on a du mal encore à évaluer, mais on se voit bien par les changements de comportement qu'on a une part du trafic qu'on a perdu.
Par exemple, on n'ira plus faire un aller-retour à Marseille pour la journée, pour une réunion, comme on le faisait avant, ou un aller-retour à Hong Kong pour 3 jours pour une réunion. Les visios ont fait beaucoup de mal. Les visios, alors on fait du mal. Alors après, encore une fois, du bien à la tout ça, c'est difficile de commencer. On sait bien que derrière, il y a les enjeux environnementaux, et donc on a du mal à dire que c'est une mauvaise nouvelle. À court terme, pour le trafic aérien, c'est un changement qu'il faut absorber et qui est complexe, parce qu'on a perdu ce trafic, on va mettre des années à le récupérer, et surtout, c'est le trafic à plus forte valeur ajoutée. Donc pour toute la chaîne de valeur de l'aérien, c'est une problématique. Du coup, par rapport au pass vaccinal et sanitaire, avec la fin annoncée avant la présidentielle française, très opportun. Les autres pays, on ne sait pas s'ils vont s'aligner comme ça, comme nous. Par contre, en plus de la pandémie, du coup, en fait, où la sûreté aéroportuaire a beaucoup été impactée, arrive le deuxième impact sur la loi sur la transition énergétique, enfin sur le climat, où en fait on va interdire les vols domestiques inférieurs à 2h30, enfin, lorsqu'on peut faire du TGV 2h30. Ça aussi, ça va... Enfin, je sais qu'il y a eu un recours des aéroports pour annuler cette loi française. Alors, il y a effectivement cette loi, la loi française, qui a été combinée aussi à la condition qu'a posée le gouvernement pour l'aide à apporter à Air France. Puisque les fameux 7 milliards dont a bénéficié Air France pendant la crise étaient conditionnés à un certain nombre d'engagements, justement, dans la politique de développement durable, et notamment la réduction des liaisons de moins de 3 heures, les fameuses liaisons de moins de 3 heures en France métropolitaine. Alors après, ça pose la question aussi de ce qui s'impose aux autres compagnies. Parce que, Air France, ça va être imposé à tout le monde. Fin mars, la loi elle est applicable. Et fin mars, on va avoir un arrêt de tous les vols domestiques, une interdiction, très simple. Et pour arriver jusqu'en 2025, il y a un arrêt total, une réduction totale. Donc ça va être un gros impact encore plus pour la sûreté aéroportuaire, j'imagine. Tout à fait. Enfin, ça contribue à l'ensemble du trafic aérien et donc, par rebond, la sûreté aéroportuaire, bien évidemment. Eric, vous vouliez... Oui, il y a cette question de fond. Alors, personne ne sait, en effet, quel va être l'impact de la modification des comportements. On dit 2024, 2025, on aura un retour à la normale, en fait. Personne n'en sait rien. Ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir l'industrie, parce que le service s'adapte, mais quand même, au niveau industrie, regardez le carnet de commande d'Airbus, qui s'est entièrement reconstitué. Évidemment, ce sont des très grosses machines qui anticipent, donc on est quand même sur une anticipation qui est très positive du côté de l'industrie. Non, les questions qu'on peut se poser, que moi je me pose, c'est que sont devenus, on se le pose dans des tas de domaines avec le Covid, que sont devenus les 10 000 agents de sûreté aéroportuaire, comment ont résisté les différentes entreprises, car il y a des modèles d'entreprises qui sont extrêmement différents dans l'aéroportuaire, il y a des multiservices, il y a des entreprises qui sont quand même assez mono-sûreté. Voilà, là je pense qu'on a un tableau qui est assez éclaté, vous pourrez certainement nous le confirmer. Alors, sur ces différents points, effectivement, il y a plusieurs typologies d'entreprises au sein de la sûreté aéroportuaire. Il y a 6 gros acteurs, 6 principaux acteurs, que sont Securitas via sa filiale, Ceris, le groupe Samsic UpSafe, ICTS et également le groupe Atalian via sa filiale. Alors, déjà, heureusement, la plupart de ces entreprises-là étaient adossées à des groupes solides, à des groupes importants et solides qui ont permis d'absorber le choc à court terme. Au-delà de ça, on a pu quand même bénéficier, il faut quand même le souligner, d'un accompagnement partiel d'une bonne partie des aéroports. Alors évidemment, il y a eu des comportements différents parce que chaque aéroport a pris sa propre posture sur l'accompagnement de ses prestataires face à la chute brutale des commandes. Mais globalement, on a eu un accompagnement qui a permis aux entreprises de passer la crise avec des pertes, bien sûr, avec un choc qu'il a fallu absorber, mais aucun des grands acteurs n'a été en danger immédiat de cessation d'activité. Ça, c'était très important. C'est un combat qu'on a mené au début de la crise, via le CESA, que je représente, qui a beaucoup sensibilisé les pouvoirs publics et nos donneurs d'ordre, l'Union des aéroports français, via l'Union des aéroports français notamment, pour prendre en compte cette importance d'assurer la continuité du dispositif de sûreté. Parce qu'encore une fois, n'oublions pas que la sûreté aéroportuaire est une délégation de service public, et donc à ce titre-là, il était essentiel d'assurer la continuité du dispositif de sûreté. Je voudrais qu'on explique un petit peu le système des taxes
passager perçu, comment ça fonctionne pour le grand public qui nous regarde, qui ne sait pas forcément? Il y a effectivement, quand on prend un billet d'avion, dans le coût de ce billet d'avion, il y a une taxe passager et qui permet de financer justement ces services? Alors tout à fait. En tant que délégation de service public, nous sommes financés par une taxe qui est prélevée sur les fameuses... C'est une partie des fameuses taxes d'aéroport qui sont prises sur les billets d'avion, sur chaque billet d'avion qui est acheté par chaque passager. Une quote-part dedans sert à financer, c'est une partie qui s'appelle la taxe de sûreté, qui sert à financer la sûreté, aussi bien la partie infrastructure, donc la partie équipement qui là dépend plus directement des aéroports, donc c'est tout... Évidemment les RIX, les PIF, les postes d'inspection filtrage, tous les différents équipements, mais aussi toute la partie humaine, toute la prestation humaine que je représente, c'est-à-dire toutes les sociétés de sûreté. Voilà. C'est un budget, la taxe de sûreté, c'est un budget environ d'1 milliard d'euros par an. C'est 14 euros par billet, c'est ça? Non, c'est un peu moins que ça. Ça varie, c'est moins que ça. Voilà, c'est difficile de donner un montant, mais c'est dans cet ordre de grandeur-là. C'est autour de 10 euros. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose, Georges? Non, parce que effectivement, même si en volume le trafic aérien s'est réduit drastiquement, on espère évidemment qu'il reprendra, la menace, elle existe toujours autant. Et donc les agents de sûreté qui sont, rappelons-le, agrémentés par les préfets, par le parquet, etc., formés, on a une nécessité de maintenir ces quelques 10 000 agents qui manifestement ont été maintenus, si j'ai bien compris, alors, grâce aux efforts des uns et des autres. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, je ne suis pas allé au bout du poil là-dessus. Donc les entreprises ont tenu et nous avons pu éviter des plans sociaux, ce qui était une condition sine qua non, surtout dans nos métiers de service. On sait que les plans sociaux, c'est quand même presque fatal pour les entreprises, surtout à cette échelle. On a pu maintenir les compétences, ce qui était essentiel, parce que comme vous le soulignez à très juste titre, au-delà de la formation, qui est longue, il y a tout un processus d'agrément qui rajoute encore plus. Grosso modo, entre le moment où on choisit de recruter un agent et le moment où il arrive sur le terrain, il s'écoule 6 mois. Donc c'est des processus assez longs de redémarrage qui font qu'il n'était pas question de démanteler tout le dispositif de sûreté tel qu'il existait. Il fallait absolument garder les compétences, garder les agents, ce qu'on a pu faire grâce aux différentes, à la fois mesures gouvernementales, mais aussi également les accompagnements des aides de l'État. Mais en juin 2020, vous déclariez au magazine Décideur, avec la crise, les compagnies aériennes qui ont des problèmes de trésorerie ne reversent plus les taxes collectées. Donc ça, c'était une vraie problématique financière, entre autres. Tout à fait. Comment ça s'est dénoué? Alors la mécanique de la taxe de sûreté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est prélevée sur les billets d'avion. Ouais. Donc elle est collectée par les compagnies aériennes. Bien sûr. Comme la TVA, quoi. Qui l'ont gardée pour elles. Comme la TVA, c'est les sociétés privées qui collectent la taxe, qui ensuite la reversent. Ouais. Ce qui n'était pas le cas. Alors, ce qui n'était pas le cas, c'est qu'il y a un moment, les compagnies aériennes, au début de la crise, une large part des compagnies aériennes, qui étaient en situation critique en termes de trésorerie, ont gardé tout ce qu'elles pouvaient comme trésorerie, y compris la taxe. Ça a duré combien de temps? Ça a duré une bonne partie de l'année 2020, ça s'est débloqué fin 2020, heureusement, mais c'était... Chacun pour soi, quoi, c'était... Ah ben, pas chacun pour soi. Ouais, ça donne un peu cette impression, quand même. C'est sûr que, d'ailleurs, c'était une des grandes problématiques, si on s'en rappelle, au début de la crise, c'était une des grandes problématiques et préoccupations du gouvernement, c'est qu'il y a une rupture des trésoreries, avec toutes les entreprises qui gardent leur trésorerie, les délais de paiement qui s'allongent, et que ça grippe complètement la machine financière économique, même à tous les niveaux en France. Et la taxe en faisait partie. À l'époque, l'État pouvait disposer de moyens de pression, comme l'immobilisation des avions. Est-ce que ça a été fait, justement, pour les presser à renverser cette taxe? Au début de la crise d'immobilisation des avions, à la limite, vous rendiez service aux compagnies aériennes, puisque leur problématique c'était où est-ce que je parque mes avions, parce qu'il faut bien savoir que pour les compagnies aériennes, c'était aussi ça la problématique. Qu'est-ce que je fais de tous les avions qui ne volent pas? Parce qu'un avion au sol, au-delà du fait qu'il ne rapporte pas, coûte très cher, puisqu'il y a les frais de parking, etc. Entretien, frais de parking, etc. Donc, limite, ça leur rendait service presque en immobilisant leurs avions. De toute façon, ils Et du coup, avec la loi sur la sécurité globale de mai 2021, où ils ont rajouté une condition supplémentaire pour former les agents de sûreté aéroportuaire, où en fait ils imposent maintenant c'est une promesse d'embauche. Est-ce que ça va pas être un frein
au recrutement, justement, par rapport aux agences que vous avez besoin? Parce que j'imagine qu'il y a eu du turnover, parce que les gens, enfin, vous avez eu la perte, forcément. Ou ils étaient au chômage partiel en attendant que ça reprenne tranquillement chez eux, ou ils ont... Alors, on a eu une double érosion. Il y a eu une érosion de départ, effectivement, puisqu'il y a quand même eu un peu d'érosion forcément. Comme dans tout secteur d'activité, on a vu que on a des effets de démission, de gens qui se reposent des questions après des mois d'inactivité. Donc on a eu quand même cette érosion qui est significative. Donc vous avez raison. Aujourd'hui, à l'approche de la saison été 2022, qui s'annonce plutôt correcte dans le contexte actuel, voire bonne, on pourrait dire, on a cette problématique de reprise. Où là, on se retrouve à devoir réembaucher. Alors, réembaucher pour absorber un pic estival, donc on est moins sur du CDI que sur des contrats temporaires, entre guillemets. Mais déjà là, il va falloir recruter, remobiliser un peu les équipes, et ça, c'est déjà un gros challenge pour l'ensemble de nos entreprises. Après, vous avez raison, il y a intégré dans la loi de sécurité globale, il y a cette intention d'embauche, qui prévoit qu'un agent, pour rentrer en formation, doit avoir une lettre d'intention d'embauche d'une société. Du coup, ça, car les personnes qui sont au Pôle emploi, des choses comme ça, qui veulent intégrer ce métier-là, ils peuvent plus se former comme ça, on va dire, dans la masse. Effectivement, il faut qu'il y ait une intention d'embauche. Voilà. Alors, il faut juste rappeler quelle était l'origine de cette loi. L'origine de cet article de loi, il était vertueux. C'était à la suite du constat que la DGAC, mais comme nous faisions professionnels, qu'il y avait, alors c'était avant la crise, il faut se remettre dans le contexte d'avant-crise, il y avait jusqu'à 2 à 3 fois plus d'agents formés que de besoins de la profession. Donc ça posait quand même une problématique de fond qui était à quoi servaient tous ces agents qu'on formait, qui ne correspondaient pas à un besoin de la profession. À financer les centres de formation et les filiales de sociétés, j'imagine. On peut effectivement il y a de l'auto-entretien, si, Michael, c'est bien de le dire. On ne va pas se mentir, il y a un peu d'auto-entretien, de remplissage de chiffres, on fait des chiffres, il y a des fonds de formation à utiliser, il y a des centres de formation à faire tourner, voilà, ça c'est clair. Et au-delà de ça, ça posait quand même une problématique d'avoir tous ces agents dans la nature, formés à toutes les procédures de sûreté en aéroport, et qui n'exerçaient pas dans la profession. Ça pose forcément une problématique de sûreté d'ordre global. Donc c'est pour ça qu'a été mis en place cette lettre d'intention d'embauche. Après, vous avez raison, ça pose quand même, on voit que c'est à anticiper en vue de la montée en puissance pour la saison été, parce qu'il y avait quand même un pool d'agents sur le marché de l'emploi formés. Un panier, entre guillemets, que celui-là, on a beaucoup moins et qui s'est globalement tari. Donc on avait tendance à taper un peu dedans, on ne prenait pas tout, comme je vous le disais, mais c'était quand même aussi une ressource d'embauche. Donc ça, il va falloir être très prudent. Et du coup, le CESA aussi, vous avez fait une bonne démarche, c'est-à-dire vous avez reculé par rapport à la prime annuelle, vous avez voulu la conditionner. Et là, du coup, il y a une machine arrière, parce qu'il y a eu une menace de grève, tout ça. Du coup... Alors effectivement, on a eu le CESA engagé en fin 2021. Fin d'année 2020, une négociation sur la PASA, qui est la prime de sûreté aéroportuaire, qui est une prime que touchent les agents de sûreté aéroportuaire. C'est équivalent à un 13e mois ou pas, non? Qui est de combien? C'est pas tout à fait un 13e mois, c'est... pardon? Qui se monte à combien cette prime? Alors c'est équivalent à un mois de salaire. D'accord. Et qui était conditionné uniquement à la présence au 31 octobre. C'est un vieux reliquat. Ça fait 20 ans qu'on essaye, c'est comme à la SNCF, qu'on essaye de changer cette prime qui, dans son critère d'attribution, n'a pas beaucoup de sens, très honnêtement. Juste la présence le 31 octobre. Donc sur un jour, être présent le 31 octobre, ça... C'est-à-dire que vous pouvez être présent 360 jours de l'année, vous loupez juste le 31 octobre, vous n'avez pas la prime. En revanche, celui qui ne travaille pas de l'année et qui vient juste le 31 octobre, il la touchera. Moi, on peut se dire c'est que cette prime n'est pas très équilibrée, équitable ni vertueuse. Et du coup, vous avez fait machine arrière pour garder les nous avons voulu la revoir, et je fais très tout court, Alexandre, excusez-moi, parce que c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels sinon on peut... mais l'objectif du CESA, c'était de revoir cette prime pour la rendre plus vertueuse et pour justement favoriser les agents qui sont présents, rééquilibrer les critères d'attribution pour que justement l'agent qui était présent 3/4 de l'année, mais qui malheureusement a eu un accident de la vie le 31 octobre, puisse la toucher malgré tout, et inversement, ceux qui ne sont pas présents tout au long de l'année, voilà. C'était l'objet de cette négociation. Malheureusement, elle a été mal interprétée et nous n'avons pas réussi à convaincre la base
on dit, du côté vertueux de cette négociation. Pour conclure de façon un petit peu plus générale, sachant que le chiffre d'affaires a terriblement baissé, celui de la sécurité aéroportuaire, de la sûreté, pardon, a baissé quasiment de 40% en 2020, tout à fait les chiffres. Quel avenir à court terme? Est-ce que ce métier est en péril? Alors non, ce métier n'est pas en péril, dans le sens où... Du fait aussi des lois climat, etc., tout ce qui se prépare. Il y a plusieurs notions à péril. Il y a le péril financier, il y a le péril de l'avenir de la profession. L'avenir de la profession, on ne pourra jamais se passer de sûreté aéroportuaire. Comme vous l'avez dit, Georges, juste avant, malheureusement, la menace, elle est là. Elle est toujours là. Elle est plus présente que jamais, même, on pourrait-on dire. Donc, évidemment, que la sûreté aéroportuaire restera indispensable, tout comme le trafic aérien restera une réalité. Pareil aussi, il y a une période au moment de la crise, on a commencé un peu à enterrer le trafic aérien, il faut trouver des alternatives. Bien sûr que non, les gens aspireront toujours à voyager, aspireront toujours à découvrir le monde. Donc bien évidemment, la sûreté aéroportuaire liée au transport aérien ont un avenir devant eux. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Hello.